En route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Gilles Leclerc. Bonjour Guillaume. Bonjour à vous, merci de nous être fidèles. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. On va aborder toutes les questions évidemment qui concernent non seulement votre domaine, mais le fameux programme qui vient de sortir. D'abord, est-ce que c'est le programme du président, de l'UMP qui l'a rédigé? Tout ça semble à la fois clair et flou. Oh, c'est très clair. D'abord, c'est pas un programme, c'est un projet. Donc on fixe des grandes lignes avec quelques propositions fortes, mais on ne rentre pas dans le moindre détail de ce que serait un programme au sens strict. Et ensuite, c'est le projet de notre famille politique. C'est pas le projet du candidat. Le candidat, je souhaite que ce soit Nicolas Sarkozy, il est totalement libre par rapport à ce projet. Donc c'est un catalogue et il choisit, quoi. C'est pas un catalogue, c'est une direction que l'on propose pour les Français, avec toute notre famille politique, en représentant toutes les sensibilités de notre famille politique. Et ça fait un socle pour le président de la République s'il décide d'être candidat. Alors avant que Gilles Leclerc ne prenne la parole, il y a une question de fond qu'on retrouve dans les journaux ce matin. On va revenir sur les réactions et le détail. La question de fond, c'est au fond sur les 35 heures la TVA sociale. Pourquoi vous n'y allez pas carrément? C'est-à-dire pourquoi on n'arrête pas définitivement les 35 heures et pourquoi définitivement on n'instaure pas la TVA sociale anti-délocalisation? Parce que je pense qu'on ne fait plus de politique à la hache, en disant aux Français, voilà, on va faire une TVA sociale parce que c'est la bonne solution pour financer différemment la protection sociale. Je pense qu'il faut plus de subtilité et il faut tenir compte à la fois de ce que vivent les Français et des réalités économiques. La réalité économique, c'est qu'on ne peut plus financer notre protection sociale sur le travail parce que ça tue l'emploi en France, en particulier l'emploi industriel et l'emploi agricole. À partir de là, si la seule solution qu'on trouve, c'est transférer tout ce financement des entreprises vers le consommateur, à la fois c'est injuste pour le consommateur, pour les ménages français, c'est pas efficace. Vous attaquez dès ce matin Pierre Moscovici. C'est pas efficace. Oui, mais Pierre Moscovici n'a pas lu le projet. Si, il dit que ça va augmenter la TVA de 3 ou 4 points. Ça n'est pas efficace d'un point de vue économique parce que vous risquez de faire ralentir la consommation qui est, je le rappelle, le premier moteur de croissance en France. Et puis, ça n'est pas conforme à ce que nous avons fixé comme ligne, la convergence franco-allemande. Le taux de TVA en Allemagne est à 19, chez nous il est à 19,6. Je ne crois pas qu'il soit très opportun d'avoir un écart beaucoup plus important. Donc nous avons procédé différemment. On transfère effectivement une partie très importante du financement des charges sociales sur une autre base que le travail, mais avec un bouquet fiscal, une fiscalité anti-délocalisation. Gilles Leclerc. La marque Bruno Le Maire dans ce catalogue, dans ce programme, c'est quoi? Quelle est la mesure qui vous tient le plus à cœur? On sait que les 35 heures, par exemple, c'est beaucoup la marque Jean-François Copé. Celle de Bruno Le Maire, c'est laquelle? C'est ce compromis sur la TVA sociale? La marque Bruno Le Maire, si vous voulez, c'est l'équilibre. C'est faire en sorte que toutes les sensibilités de notre famille politique puissent se retrouver dans ce projet et que les propositions que nous fassions soient des propositions qui soient à la fois fortes sur le fond, parce que la situation économique l'exige, et en même temps équilibrées. Moi, j'ai voulu, pour reprendre l'expression de fiscalité anti-délocalisation, qu'il y ait un équilibre dans les efforts qui sont demandés aux uns et aux autres. Cette fiscalité, elle va reposer sur un effort des ménages, sur un effort des entreprises, sur un effort éventuellement européen. Ça va être un effort partagé. Je refuse les solutions caricaturales dans lesquelles on explique, voilà, on n'arrive pas à trouver un financement, eh bien on taxe les Français de 2, 3 ou 4 points de plus de TVA et la solution est trouvée. Ça, c'est ce que croit avoir compris Pierre Moscovici. Ce n'est absolument pas notre proposition. Nous avons des propositions équilibrées. Je remarque que vous venez de dire 4 fois de suite le mot effort. Ça veut dire que la campagne qui s'annonce, que vous venez de démarrer et que probablement le candidat Sarkozy va faire à partir du mois de février ou mars, ça va être en effet une campagne basée sur le mot effort. C'est ça que vous nous annoncez? C'est effort et c'est espoir. C'est les deux à la fois. Mais tous les Français dans les mesures là, est-ce que c'est vraiment de l'espoir pour les Français, les 35 heures? On en a parlé il y a très longtemps. Qu'il y aurait besoin de faire un certain nombre d'efforts. Oui, en France, il faudra travailler davantage, nous le savons, et notre famille politique l'assume. Vous ne voulez pas faire rêver les Français. Protection sociale. Mais les Français, vous les ferez rêver et vous créerez un espoir uniquement sur la base de propositions réalistes, crédible et sur la base d'un discours de vérité. Ça, c'est le choix que nous avons fait avec Jean-François Copé. Je pense que c'est le seul choix qui peut convaincre les Français. Les Français sont prêts à ces efforts à 2 conditions. La première, c'est qu'ils soient équitablement répartis. C'est le choix qu'on a fait de la fiscalité anti-délocalisation, répartir les efforts entre tout le monde, y compris les entreprises. Et la deuxième condition, c'est qu'on leur dise, mais tout ça va servir. Et on le verra dans les prochaines conventions, ça va servir à financer des progrès en matière d'éducation nationale, ça va servir à financer des progrès en matière de justice et de chaîne pénale dans notre pays, et Dieu sait qu'il y en a besoin. Donc ça doit être créateur d'espoir en France. Tout à l'heure, Guillaume Tabar disait c'est un programme, enfin un projet à coût zéro. C'est sérieux ça? C'est très sérieux, c'est ce que j'avais annoncé dès début septembre à Marseille.
où j'avais indiqué qu'il fallait tenir ce discours de vérité, que la crise nous obligeait à arrêter les dépenses publiques systématiques. Je crois que c'est un point de contraste très fort par rapport aux propositions socialistes. Le Parti socialiste reste dans l'idée qu'on peut toujours dépenser plus et que la solution aux problèmes français se trouve dans la dépense publique. Nous estimons que les solutions aux problèmes français se trouvent dans la réduction de la dépense publique et dans un certain nombre de choix économiques courageux sur les 35 heures, sur le financement de la protection sociale, sur le soutien aux PME ou sur l'alternance. Et justement, dans votre livre Nourrir la planète, vous avez relaté assez longuement l'expérience enrichissante pour vous du parcours finalement du monde pour préparer le G20. Dans le contexte de la crise d'aujourd'hui, comment on peut faire un projet qui, j'allais dire 8 jours plus tard, peut être non pas démenti, mais en tout cas mis en danger par la situation économique mondiale et par nos partenaires ou par des commissaires européens, on l'a vu ce matin avec Gilles, qui disent de toute façon, il va falloir faire un effort de rigueur supplémentaire. Je crois justement que l'intérêt de partir d'un projet à 0 € de dépenses supplémentaires, c'est qu'il s'inscrit dans cette nécessité absolue de réduire la dépense publique et de revenir à l'équilibre budgétaire. Engagement que nous avons tous pris, l'équilibre, en 2016. En deuxième lieu, vous parlez du livre. Ça rejoint ce qui a présidé à la conception du projet. J'ai vu comme ministre de l'Agriculture à quel point nous avions perdu de la compétitivité par rapport à nos grands voisins. Pas simplement les voisins lointains, mais les voisins très proches. L'Allemagne est devenue une grande puissance agricole depuis 10 ans sans que personne ne s'aperçoive que ça nous obligeait à des gains de compétitivité. Qui est au pouvoir depuis 10 ans, la droite? Je constate que depuis près de 3 ans, l'agriculture française elle a retrouvé des couleurs, que les prix s'améliorent, que la situation des revenus commence à se redresser. Donc quand on fait le choix de la compétitivité, le choix de l'exportation, le choix de la qualité des produits agricoles comme on l'a fait, ça donne des résultats. Ce qui a marché pour l'agriculture française, qui retrouve aujourd'hui de la force en Europe, ça peut marcher pour tous les secteurs économiques français. Quand vous voyez le président de la République, justement, après, pardonnez-moi Gilles, quand vous voyez le président de la République, parce que vous l'avez vu à plusieurs reprises, il vous dit quoi? Prudence, audace Il ne donne pas d'instructions sur le projet. Il corrige les copies? Non, il ne corrige pas les copies, précisément Il donne parce des que notes. lui, il est tout entier dans la gestion de la crise économique actuelle, dans les propositions qu'il va faire sur la gouvernance européenne, sur davantage d'intégration européenne. Nous, notre responsabilité, c'est de bâtir ce socle de propositions, d'idées, de visions d'avenir pour les Français, qui ont besoin de savoir où on veut aller. Nous, on veut aller vers une France qui reste une terre de production agricole, une terre de production industrielle. Et sur cette base-là, lui pourra se présenter en toute liberté. Et j'insiste vraiment là-dessus, en toute liberté. Gilles Leclerc. Est-ce qu'on peut bâtir un programme tel que vous le faites, alors qu'il y a un vrai risque quand même de dégradation de la France? Et question complémentaire, est-ce que vous pensez vraiment qu'il n'y aura pas d'autres plans de rigueur avant l'élection présidentielle, avant le mois de mai? Je ne le pense pas et je ne le souhaite pas, évidemment. Je pense qu'on a déjà demandé des efforts importants aux Français. Il faut les mettre en œuvre de manière réaliste, de manière crédible. Il y a, comme vous le savez, une réserve budgétaire de 6 milliards d'euros au début de l'année, si jamais la situation économique devait continuer à se dégrader. Mais je crois que le projet, justement, il est armé pour faire face à un gros temps économique. Avec, on évite de dépenser davantage en matière de dépenses publiques et on prend un certain nombre de décisions économiques courageuses. Il est armé pour le gros temps. Je crois que c'est aussi sa vertu. Pour revenir à Nicolas Sarkozy, il y avait un sondage intéressant dans Le Monde hier soir. Nicolas Sarkozy est jugé capable par les Français de gérer la crise, mais il est jugé moins capable que François Hollande de protéger justement les Français par temps de crise. Est-ce que là, il n'y a pas un gros travail à faire et comment vous pouvez, dans votre camp, corriger ça? On peut en expliquant simplement que la situation parle d'elle-même. Quand vous regardez les pays européens, il y a ceux qui arrivent à résister face à la crise, au premier rang desquels on a l'Allemagne et la France, et puis d'autres pays qui ont été totalement balayés par la crise. Balayés économiquement, avec des baisses de traitement de la fonction publique, la baisse des pensions de certains retraités, c'est le cas en Grèce par exemple. Balayés aussi politiquement, puisque vous avez des gouvernements qui ont été renversés par la crise, et renversés violemment. Et puis des pays qui ont tenu. La France tient bon dans la crise. L'Allemagne tient bon dans la crise. Est-ce que c'est pas de mauvais augure, puisque la crise sort en quelque sorte les sortants, y compris dans des tas de pays, à gauche ou à droite. Donc est-ce que ça, c'est pas un mauvais présage pour Il y a des situations très différentes. Je pense que chaque pays est dans une situation différente. La Grèce, l'Italie, effectivement, la crise économique, la crise financière a balayé les gouvernements. Et pose d'ailleurs un vrai problème de crise démocratique en Europe, à mon sens. En Espagne, c'est différent. Vous aviez un gouvernement de gauche qui a changé totalement de cap et pris des mesures de rigueur très dures qui n'ont pas été comprises par son électorat, ce qui a amené la droite au pouvoir. Moi, je suis convaincu que le travail que fait le président de la République aujourd'hui pour tenir bon,
pour éviter à la France une catastrophe économique et une catastrophe sociale. Avec les résultats qu'on connaît, de bons résultats, les Français nous en seront reconnaissants dans 6 mois. Alors, une série de petites questions qui ne sont pas directement des questions économiques et sociales. D'abord, est-ce que dans ce programme à terme, vous êtes pour le mariage gay, vous? On va ouvrir la discussion. Vous avez des secrétaires nationaux qui ont publié hier une tribune pour dire qu'ils étaient favorables au mariage homosexuel. Vous avez, dans notre famille politique, c'est un mystère pour personne, d'autres personnalités qui y sont totalement opposées. Il va falloir en Moi, je vous discuter. pose la question à vous. Moi, je suis pour une égalité des droits pour les couples homosexuels. Le terme mariage, faisons attention, parce que ça peut blesser un certain nombre de personnes dans notre famille politique. Faisons d'abord l'égalité matérielle des droits. Dans ce domaine de justement, Et nous en sommes encore loin. dans ce domaine qui est quand même extrêmement sensible, qui est justement celui des réformes de société. Il y a ce matin un projet de loi au Conseil des ministres après donc la mort de la petite Agnès. Alors à gauche, on dit encore le énième projet lié à des faits divers. Est-ce qu'il faut vraiment réunir une partie du gouvernement, prendre une décision de telle ampleur à un Conseil des ministres pour un fait divers qui est atroce, mais qui, d'après un certain nombre de spécialistes, est extrêmement isolé? Je crois que les Français ne comprendraient pas que C'est ce matin, nous restions totalement immobiles et inertes face à un drame qui a bouleversé la France entière. On a appris qu'il y avait eu une défaillance dans la chaîne judiciaire, dans la transmission des informations, que le drame aurait pu sans doute être évité, même si c'est un cas sur 1 million ou sur 10 millions. Ce cas-là n'aurait pas dû se produire. Donc il faut transférer Voilà les réalités. données, quoi. La grande philosophie, c'est de transférer Moi, les je données. pense qu'il faut plus de transparence sur les Alors, données pour permettre à chacun de faire des choix en responsabilité. Il y a une question qu'on se posait avec Gilles Leclerc ce matin, c'est quid de Borloo? Parce qu'il y a un espèce de grand silence avec Jean-Louis Borloo qui semble-t-il va revenir avec un livre et un programme justement. Alors programme concurrent ou projet concurrent de la majorité, et où est-il aujourd'hui? Moi, je souhaite que Jean-Louis Borloo, qui a le talent qu'on connaît, un talent considérable, et qui a fait des choses en politique, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il a fait l'Agence nationale de rénovation urbaine, il a fait le Grenelle de l'environnement. Tout ça, c'est des acquis de notre famille politique qui, à mes yeux, sont des acquis très importants. S'il pouvait rejoindre nos rangs avec ses propositions, avec ses idées, je peux vous garantir qu'on ferait une place à ces idées dans notre projet. Et est-ce que vous avez le sentiment, justement, ces dernières heures, que l'affaire du nucléaire a porté un coup considérable à la candidature de François Hollande, capitaine de pédalo, a dit Mélenchon? On a retrouvé là pratiquement la même tonalité, si je ne me trompe, Gilles, avec les propos d'Eva Joly, qu'on retrouve ce matin RTL, qui était dans le journal de France 2. Cette affaire, c'est un tournant ou c'est un épiphénomène? C'est pas un épiphénomène. Je pense que c'est un des marqueurs de la campagne. C'est un marqueur économique, parce qu'on constate que le Parti socialiste, François Hollande, ont accepté d'affaiblir un des atouts stratégiques de la France, l'énergie nucléaire, l'énergie à bas coût, pour satisfaire l'allié vert. Et puis, c'est un enjeu politique. Moi, apparemment, il n'a pas tout cédé, puisqu'Eva Joly n'a pas l'air vraiment content. Oui, mais c'est un enjeu politique où j'ai un peu du mal à comprendre la stratégie de négociation de François Hollande. Il conclut un accord avec les Verts, en acceptant la fermeture de 24 réacteurs, en acceptant d'affaiblir considérablement la filière nucléaire française. Et en retour, qu'est-ce qu'il obtient de Eva Joly? Elle refuse catégoriquement de se prononcer pour le deuxième tour de l'élection présidentielle pour savoir si elle soutiendra François Hollande ou non. Moi, je trouve qu'un négociateur pareil, tout de même, il y a de quoi être surpris et inquiet. Négocier un accord qui ne vous rapporte même pas le soutien de la candidate vert au second tour, c'est tout de même assez formidable. Donc c'est un tournant. C'est pas un tournant, c'est un marqueur. Je crois que c'est vraiment un marqueur de la campagne. Ça montre qu'il n'y a pas de direction, qu'il n'y a pas de décision, et qu'à la fois sur le fond économique, mais aussi sur la négociation politique, tout de même, il y a de quoi s'interroger. Merci Bruno Le Maire, signe un livre qui s'appelle Nourrir la planète, qui sont des entretiens avec Véronique Auger. Vous racontez donc d'abord ce que vous faites au ministère de l'Agriculture et justement ces expériences internationales pour préparer les différents sommets internationaux. On retrouve nos antennes, Gilles, à demain, bien sûr. À demain. On retrouve nos antennes chacun de notre côté.